Nous sommes le jeudi 30 septembre 2021 et vous écoutez le premier épisode de la 3e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par le magazine Le Monde de la Photo. Cette semaine, pour inaugurer la 3e saison, on va parler optique et on s'intéresse à l'univers des téléobjectifs. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, qu'est-ce qui existe et que choisir? Voici les questions auxquelles nous allons essayer de répondre avec un duo de Bruno, nos deux invités, experts en la matière. Cet épisode est présenté par Tamron et son nouveau 150-500 mm pour monture Sony FE, le téléobjectif compact et léger. Je suis trop content de reprendre les micros, de vous retrouver, toi Benjamin, le rédacteur en chef du magazine Le Monde de la Photo, et toi Bruno, notre petit totem au studio. C'est un véritable plaisir. Alors on est parti pour 13 émissions sur cette saison 3. On a des invités de folie, des sujets de folie. On va vraiment s'éclater jusqu'à la fin de l'année. Bonjour à toi Benjamin, comment est-ce que tu vas ? Bonjour Arthur, bonjour les Bruno, ça va super bien, je suis content de réécouter cette douce musique qui m'avait manqué et de vous retrouver là en studio, ça fait du bien. Bon alors on a deux Bruno qui sont avec nous aujourd'hui, je vais vous présenter messieurs, je vais commencer par Bruno Labarbère. Alors est-ce qu'il faut encore te présenter? Je sais pas, mais je vais quand même le faire. Donc tu es photographe et journaliste spécialisé indépendant, tu collabores ou tu as collaboré avec de nombreuses rédactions comme évidemment Le Monde de la Photo ou Les Numériques où tu as été pendant plusieurs années chef de rubrique. Tu es également formateur à la Leica Academy et éditeur du blog mizuwari.fr. En ce moment, tu travailles sur ton premier beau livre de photographie qui mettra en lumière une partie de tes photos urbaines réalisées au Japon. Bonjour à toi, mon ami Bruno. Merci infiniment d'être encore avec nous aujourd'hui. Bonjour camarade Arthur, bonjour camarade Benjamin. Je suis content d'être un totem et j'espère que pour cette 3e saison, je vous porterai bonheur. Comme les deux précédentes. J'en suis sûr. Et pour t'accompagner, un second Bruno, la première fois qu'il vient dans cette émission, le photographe Bruno Calandini. Alors voilà, t'es un photographe professionnel indépendant et t'es ultra polyvalent. Tu travailles pour la presse et des entreprises, aussi bien dans le confort d'un studio que sur le terrain et dans des domaines très variés. Industrie, architecture, voyage, mode, portrait, sport, culture, télévision, etc. Tu couvres à peu près tout. Depuis près de 17 ans, tu collabores également avec le magazine Le Monde de la Photo pour lequel tu réalises des tests terrain de matériel lors de reportages photos aux 4 coins de la planète. Tu as réalisé un beau livre intitulé Sauvage dans lequel tu mets en lumière une partie de ton travail réalisé en Afrique et aujourd'hui, tu t'ouvres également à la vidéo et aux prises de vue aériennes par drone. Bonjour à toi, Bruno Calandini. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à vous trois et merci de me recevoir. C'est un plaisir de participer pour la première fois à votre petite émission. Je pense qu'on va se régaler. Bienvenue, oui. Bon, maintenant que les présentations sont faites, on démarre avec le Flash Actu. Alors cette semaine, c'est un flash actu un peu particulier. En effet, 15 semaines nous séparent du dernier épisode de la 2e saison du podcast et on peut dire qu'il s'en est passé des choses côté actu photo pendant tout ce temps. Donc, avant de reprendre un rythme normal et de traiter l'actualité bouillonnante toutes les semaines, on s'est dit qu'il fallait revenir sur les sujets forts qui ont marqué cet été et la rentrée. Bruno Labarbère, Benjamin et moi-même allons donc revenir sur 3 sujets, 3 actus qui nous ont marqués pendant cette période. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Alors je commence par te donner la parole, Benjamin. Qu'est-ce qui, toi, t'a marqué ces dernières semaines ? Il n'y a pas une actualité débordante sur le front du matériel, Covid oblige et diverses crises aussi. En revanche, il y a quand même des boîtiers qui sont sortis. Moi, j'en ai retenu 3. Donc, l'EOS R3 de Canon, le GFX 50 S2 de Fujifilm et le GR3X de Ricoh. Alors, le R3 de Canon, évidemment, on l'attendait, c'est l'hybride pro version Canon. Alors, pas R3, il reste peut-être de la place pour un R1.
Donc un réflexe, un Quand on espèce voit de bolide. Quand on voit le prix du R3, on a du mal à imaginer le prix d'un potentiel R1. Ça aurait pu être pire, hein. Ça aurait pu être pire. Il a combien le R3 ? Le R3, t'es à 5 999 €. Les 1DX sont bien plus chers. L'A1 de Sony, qui est le Pro Sony, il est plus cher aussi. Donc, on peut encore avoir pire, hein. Il faut se le dire. Mais en termes de specs, ils se sont arrêtés, entre guillemets, hein, à 24 millions de pixels. Donc, il y a de la place pour aller plus haut. Rappelons que l'A1 de Sony en fait 50. Nikon annonce son Z9 avec la 8K et un capteur de probablement plus de 40 millions de pixels. Donc, il y a de la place. Après, on est sur un boîtier monobloc façon réflexe pro, hyper robuste, 30 images secondes. Ça devient fou, quoi. Est-ce qu'on est toujours dans la photo ? Ça mériterait toute une émission, ça mériterait un débat. D'ailleurs, toi, Bruno, en tant que photographe pro, animalier, qu'est-ce que ça t'évoque, 30 images secondes ? Est-ce que ça te parle ? 30 images secondes, ben franchement, ça me parle assez moyennement. C'est Ça sert à rien. C'est du ciné, non ? Ouais. On Un peu, ouais. Je trouve que ce type de performance et de façon plus générale, l'intelligence artificielle embarquée dans les appareils modernes, ça tue le mérite des photographes qui savent s'en passer. Donc 30 images secondes, franchement, moi je suis à 8 sur mon boîtier, ça me suffit largement et pour avoir vécu des situations où les gens rafalent de façon indécente à côté de moi, au point de me casser les oreilles, que ce soit dans un 4x4 de safari. On a même vécu une situation assez drôle, Benjamin, si tu t'en rappelles, en Égypte, dans une oui. montgolfière, où un type rafalait dans une montgolfière immobile sur un paysage avec, il devait être à 7 ou 8 images secondes alors que la montgolfière n'avançait pas. Et il a bien cassé toute la belle monotonie du paysage au-dessus du Nil, ouais. C'est ça. Donc bon, voilà, pour moi, c'est superflu. Maintenant, il y a quelques situations où effectivement, ça peut servir à avoir l'image. Mais enfin, c'est pas un paramètre pour moi qui me fera acheter un boîtier en tout cas. Ça marche. Benjamin, dans ce boîtier, on a le retour d'une technologie qui existait de l'ère du réflexe de Canon, il me semble. Ouais, c'était présent sur des modèles argentiques, les EOS 3, les EOS 5. C'est le pilotage de l'AF par l'œil. Ok. Et ça fonctionne. Et ça se concrétise comment, du coup, ce truc-là ? Ça se concrétise que tout simplement, tu mets ton œil dans le viseur, tu actives cette fonction, tu calibres. Donc il y a tout un paramétrage dans les menus où tu peux calibrer tout cela. Et en fait, ton œil va piloter le collimateur en fonction de l'endroit où tu veux faire la mise au point, tout simplement. Ok. Donc c'est plutôt pas mal sur un cadre assez large, je trouve. Après, plus tu vas centrer, plus tu vas utiliser des longues focales et plus ça devient, si tu veux être précis, faut quand même prendre le coup. Donc je sais pas trop dans quel usage ça va être utile ou ça peut être vraiment pertinent. J'ai essayé ça au bord de la pelouse du Parc des Princes la semaine dernière. Lors d'un gros match de foot, j'ai pas trouvé ça dément. Enfin, ça m'a pas paru indispensable. Voilà. Maintenant, juste pour revenir rapidement sur ce que disait Bruno sur le fait de pas rater la photo, il est évident que ça remet en question beaucoup de choses, même par rapport à la notion d'instant décisif et tout. C'est-à-dire que sur une action, la mémoire tampon est tellement large qu'à 30 images secondes, on ne peut pas rater vraiment une action. Ce qui va faire la différence ensuite, c'est plutôt l'endroit où on va être placé. Mais un joueur qui s'apprête à tirer un penalty, par exemple, lors d'un match de football, on le prend avant le moment où il va tirer, jusqu'au moment où il va tirer, jusqu'à la célébration. À 30 images secondes, on ne rate rien, pour ainsi dire. Donc la photo qu'on souhaite avoir, que ce soit l'instant de jubilation ou le moment où il regarde le gardien, etc., on rate vraiment rien. Donc voilà, c'est des heures d'editing après. Est-ce que ça reste vraiment de la photo ? Je sais pas. Moi, ça me laisse un petit peu sceptique. Ok, bon bah voilà pour l'EOS R3. De toute façon, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir au cours de cette troisième saison. À noter aussi quand même que Canon a sorti 2 nouvelles optiques cet été. Un 16 mm f2.8 STM un peu pancake pour ses hybrides 24-36. Et surtout, et on va avoir l'occasion d'en parler aujourd'hui, un super téléobjectif, un 100-400 mm 5.6 8 IS USM. Voilà, accessible en plus, 749 €. C'est bien, ça va dans le bon sens. C'est un petit 16 mm à 350 €, un zoom plutôt léger à 700 et quelques euros. Ça reste un peu plus raisonnable que ce qu'on a pu voir ces derniers temps. Ok, allez, on passe au GFX.
Et GFX, alors on va aller rapidement quand même parce que ça peut être long tout ça, mais le GFX 50S2, voilà, qui est le successeur du GFX 50. Qu'est-ce que ça apporte par rapport au précédent? La stabilisation. La stabilisation sur 5 axes, c'est quand même pas mal. Faire de la photo au moyen format de nuit avec la stab à main levée comme ça, c'est quand même vachement sympa. Donc c'est la principale vraiment innovation de ce boîtier. Fuji a par ailleurs sorti des optiques pour les APS-C, pour les possesseurs de XT, X Pro, XE, voilà, toute cette série-là. Il y a un 23 mm f1.4, un 33 mm f1.4, donc c'est très sympa. Et pour finir sur les optiques et revenir sur les GFX rapidement, un zoom très léger, 35-70, f4 5.5.6, donc vraiment très compact, très léger pour le moyen format, qui sera vendu 1000 €. Voilà, pour du moyen format, ça reste abordable et c'est pas mal du tout. Et pour terminer, un compact. Oh là là, un compact, ça fait combien de temps qu'on n'a pas parlé d'un compact dans cette émission? Eh ben, en tout cas, pas en 2021, ça c'est sûr, puisque c'est le premier de l'année. C'est ce qu'on se disait un petit peu avant l'émission. Il s'agit du GR3X de Ricoh. Donc Ricoh est toujours là. Ricoh ne fait pas que des Pentax à miroir, mais il y a bien encore des compacts qui débarquent. Donc il s'agit tout simplement d'un GR3 avec une optique différente. Là, c'est pas un équivalent 28 mm, un équivalent 40 mm. Alors moi, pour avoir le GR3, j'aime beaucoup le 28 mm, le fait de rentrer un peu dans le sujet. Utiliser le mode snap, notamment en photo de rue, qui permet de régler l'hyperfocale et de shooter sans l'autofocus. Enfin, je suis très habitué à ça. Le 40, ça me parle un tout petit peu moins, sur ce boîtier en tout cas. Je ne sais pas si ça vous inspire comme focale. Moi, ça me parle totalement. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai toujours pas de Ricoh GR, c'est parce que c'était un 28 mm justement. Et le X est pour toi. Et je suis très 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 content de pouvoir faire du X. Parce que c'est le même format par contre, il n'y a pas de... ils ont vraiment pas changé le gabarit. Si. Il pèse 5 grammes de plus et 2 mm. Combien ça vaut une petite machine comme ça? La petite machine est toujours vendue à prix d'or. Il faut compter 1000 €. Donc on est sur un capteur APS-C, il faut le rappeler, pour un compact de poche avec la stab, qui est très très énergivore. Donc moi je la coupe. Pour faire plus de 100 photos, c'est mieux. On passe maintenant à toi, monsieur Bruno Labarbère. Toi, qu'est-ce qui t'a marqué ces dernières semaines? Alors il y a plein de choses qui m'ont marqué. On va rester sur le lancer des sorties produits du coup. Une petite question pour commencer. Tout à l'heure, on a dit qu'il n'y avait qu'un seul compact qui était sorti en 2021. Combien de objectifs sont sortis cette année? Oh la vache! Je sais pas. Ça n'arrête pas. C'est sans limite. Je suis à 50, 70, quelque chose comme ça. Eh bien, tu n'es pas loin. C'est 49 objectifs. Et combien parmi ces objectifs sont destinés au réflexe? 2. Raté. 4. T'étais pas loin. Donc, du coup, ça veut dire que cette année, 45 nouveaux objectifs sont sortis pour de l'hybride. Et parmi tous ces objectifs, 19 sont pour la monture Sony FE. Et l'année n'est pas finie. Oui. Et c'est absolument gigantesque. Mais on va parler de notre objectif qui vient de Chine, de Laowa, qui est aussi connu sous le nom de Vénus Optique. Et plus précisément, l'Argus 35 mm f/0.95. C'est le premier objectif officiellement couvrant le 24-36 qui ouvre à 0.95 pour une focale de 35 mm. Bon, bien sûr, il a mise au point manuel. Bien sûr, il n'est pas stabilisé. Mais il ne coûte, entre guillemets, que 1150 €. Il est compatible Sony FE, Nikon Z et Canon RF. C'est la deuxième fois cette année que Laowa s'amuse à faire ça, puisque un peu plus tôt, il y a eu l'Argus 33 mm 0.95 pour de la PSC, donc pour du Fuji X, du micro 4/3, du Z et encore du E. Donc cet objectif, qu'est-ce qu'il va vous apporter? A priori, une faible profondeur de champ. A priori, une faible profondeur de champ. Et en vrai, je me pose toujours la question de l'utilité d'un tel objectif. Voilà, c'est ça, moi, mon truc. Est-ce que ça peut s'utiliser un 0.95 en mise au point manuel, quoi? Alors, ça peut s'utiliser, mais la bague de mise au point fait 300 degrés. Donc, il faut quasiment tourner complètement la bague pour aller de la mise au point minimale, qui est de 50 cm, jusqu'à l'infini. Donc, elle est très précise. Donc, elle est très précise. Donc, effectivement, c'est un objectif qui sera moins destiné aux photographes qu'aux vidéastes parce que la comme bague le Noctilux, finalement. c'est décliquable. Ouais. C'est
Je reste dubitatif sur ce genre d'objectif. Mais ça vaut quoi l'AOA de manière générale? Est-ce que tu l'AOA, recommandes, toi, pour en avoir testé? Ils font des trucs vachement sympas. Enfin, le 24 mm en espèce, de tube génial, qui est étanche, quoi, que tu peux mettre dans des verres d'eau, des mâches. Enfin, c'est assez fabuleux ce qu'ils font. L'AOA, c'est l'un des rares constructeurs chinois que je recommande les yeux fermés. Enfin, les yeux ouverts du coup. Mais généralement, ils font des objectifs qui se démarquent soit par leur focale, soit par leur ouverture, en l'occurrence par les deux, soit par leur approche qui est assez radicale. Donc, je parlais de celui qui ressemble à un endoscope. Ils font aussi énormément d'objectifs macro, ils font énormément d'objectifs d'architecture sans distorsion. Ouais, du très grand angle, zéro distorsion. 0D. Donc, a priori, sur celui-ci, s'ils le sortent, c'est qu'ils sont sûrs de leur coup. Voilà. Après, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller jusqu'à 0,95 alors qu'en face... Posons la question à un photographe, tiens, ma foi. Enfin, toi, Franchement, 0,95, ça me paraît juste très compliqué à utiliser et pas forcément utile. Donc, Bon, Bruno, la rafale à 30 images par seconde, ça te plaît pas. Les ouvertures à f0,95, ça te plaît pas. C'est compliqué quand même. Comme gars. Non, exigeant. La course à l'armement, c'est toujours faire de la nouveauté pour la nouveauté. Ça me convainc pas forcément. Donc non, encore une fois, même si je pense que les Chinois n'ont pas fini de nous surprendre avec du matériel souvent de qualité. Moi, en drone, j'utilise DJI et franchement, je suis bluffé tous les jours des capacités de ce matériel-là. Et donc, je pense que oui, on peut avoir de très bonnes surprises. Pour moi, ça là n'est pas une. Le deuxième objectif a un nom allemand, mais il nous vient du Japon. C'est le Voigtlander Nocton 35 mm f1.2, fabriqué par Cosina. Et pourquoi il est particulier? C'est le premier objectif Voigtlander en monture Fujifilm X native. Il faut rappeler que l'année dernière, autour du mois de mai 2020, donc quand on était tous enfermés, au contraire, Fujifilm ouvrait sa monture et permettait aux opticiens tiers d'intervenir, de proposer leurs propres objectifs. Donc, entre-temps... Je vais y revenir. Ah oui, on va en parler avec Tamron. Hein. Tamron s'y est mis, Voigtlander s'y met, il y a eu du Viltrox, encore du chinois, il y a eu du Mitacon, et ce 35 mm f1.2 coûtera la bagatelle de 650 €. Là, sur le papier que je vois pour se démarquer, c'est que le Voigtlander a une communication électronique avec le boîtier. Ok, donc, ça cause un peu. Voilà, donc le boîtier et surtout le photographe à la fin connaîtra l'ouverture utilisée, ce qui peut être potentiellement utile pour son catalogage. Et surtout, ce que ça signifie, c'est que ça peut fonctionner de pair avec la stabilisation intégrée des boîtiers à partir du XT2 sur le XT, à partir du X Pro 3 et à partir du X4 sur les autres hybrides. Autre chose, Bruno? Et autre chose, on va boucler avec deux objectifs pour le prix d'un. Les nouveaux objectifs Panasonic qui étaient annoncés il y a déjà fort longtemps pour leur hybride 24-36 à monture L. Donc Panasonic cet été a annoncé deux objectifs, enfin, à la fin du printemps et cet été, le 50 mm 1.8 et le 24 mm 1.8 qui viennent compléter le 85 1.8 qui existait déjà. Ces deux objectifs ont l'avantage d'être pas si chers que ça. Le 50 1.8 est à 470 et le 24 1.8 est à 900 €. C'est tout relatif quand même. Hein. Ouais, et 500 balles pour un 50 mm. Alors, à comparer à Nikon, qui lui avait fait à peu près la même chose à l'époque, les prix de l'époque, le 50 Nikon était à 650 et le 24 Nikon était à plus de 1000 €. Et ouais, en monture Z, mais quand on se souvient des versions réflex, enfin bon, depuis. Voilà, quand on se souvient des versions réflex. Ouais. Bref, c'est cher. Voilà. Alors, c'est cher, mais l'intérêt de tous ces objectifs f1.8 de Panasonic, c'est qu'ils ont réussi l'exploit de faire des objectifs qui font tous exactement la même taille. Donc, ils font tous très exactement 73,8 mm de diamètre et 82 mm de longueur. Et au niveau du poids, on est entre 300, 310, 330. Donc, l'intérêt n'est pas tellement pour le photographe qui va galérer un petit peu à retrouver facilement son objectif, mais c'est surtout pour les gens qui font de la vidéo. Ou qui utilisent des filtres. Parce qui utilisent des filtres. Donc, c'est tous du filtre E67, tu fais bien de le mentionner. Pour les gens qui utilisent notamment en gimbal, comme tous les objectifs font le même poids. Ouais, on n'a pas recalibré la machine. Okay. Et c'est plutôt quelque chose qui est bien vu. Il n'y a qu'un seul autre constructeur qui fait ça pour le moment. Tamron, ouais. Leica, à monture L. Ah bah ça fait deux. Qui fait ça, voilà. Et il y a un 35 qui va arriver bientôt. Et il y a un 35 qui devrait être dans ces tarifs-là. Je pense que s'il reste logique et pas trop gourmand,
ça devrait faire un objectif à 600 €. Donc on aura quand même une belle quadruplette 24, 35, 50, 85 et une monture L qui commence à être bien fournie mais qui mériterait d'être ouverte si vous voulez mon avis. Mhm. Au passage. Et puis, il y a aussi une petite nouveauté dans l'univers du micro 4 tiers, hein, avec une optique d'exception signée Lumix Alors, Leica. oui. Alors une optique d'exception, les gens achetaient du micro 4 tiers parce que c'est pas cher, sauf celui-ci parce qu'il est à 2000 €. Et je pars du Leica DG Vario Sumilux 25-50 mm à ouverture constante f1.7. Ouais, ça claque ça quand même, hein, cette Ça console. claque. En plus, on peut, il vient compléter le 10-25 ouverture constante f1.7 qui existait déjà, qui lui n'était que à 1640 €. Donc ça vous fait virtuellement un petit avec kit. 2 zooms de quoi couvrir les focales équivalentes du 20 mm au 100 mm avec une ouverture de 1.7. Ok, et ben en ce qui me concerne, moi j'ai repéré quand même des petits trucs. Vous le savez évidemment, je suis un grand fan d'optique. Alors je vais commencer par Sigma qui a été très actif cet été et à la rentrée, qui a sorti 2 focales fixes, les 24 mm f2 DGDN et 90 mm f2.8 DGDN en gamme Contemporary, des objectifs qui sont conçus pour les hybrides 24-36 mm, disponibles en monture Sony E et L du coup, et qui sont vraiment top quoi, parce que moi je les aime beaucoup ces optiques. Elles ont un design absolument incroyable, un peu rétro, construction 100% métal, c'est extrêmement qualitatif et c'est proposé à des prix somme toute relativement abordable, puisqu'il faut compter environ 619 €. Alors ces optiques, elles intègrent ce qu'ils appellent la série I, qui intègre du coup des optiques fixes premium compactes avec un design et une prise en main soignée. C'est pas tout ce que Sigma a sorti, puisqu'ils sont arrivés avec le premier télézoom hybride sport, un 150-600 mm f5.6.3 qui est proposé au prix de 1399 €, disponible en monture E et en monture L, et sur lequel on va évidemment un peu revenir un peu plus tard dans l'émission. Voilà pour Sigma. Chez Tamron, ça a bougé aussi. Alors tu l'as un peu évoqué tout à l'heure. Quelques mois seulement après l'ouverture par Fujifilm des caractéristiques de sa monture, ils arrivent avec une déclinaison de leur tout nouveau 18-300 mm en monture X. Un objectif avec autofocus, stabilisation optique, motorisation linéaire VXD. Enfin, voilà, c'est un super méga télézoom ultra polyvalent qui fera le bonheur des utilisateurs de boîtiers hybrides Fujifilm APS-C. Objectif qui est aussi proposé en monture Sony E. Et enfin, Tamron a annoncé aussi le développement de 2 optiques, un 28-75 mm f2.8 Sony E de 2e génération et un surprenant 35-150 mm f2.2.8, sur lequel je pense on aura l'occasion de revenir quand on en saura un petit peu plus. Et c'est dans la thématique de l'émission aussi sur les téléobjectifs. Ça a l'air d'être monstrueux. Il y a des visuels qui circulent en ce moment parce que c'est une optique en développement. Évidemment, ça a l'air assez large, assez protubérant. Mais pour les amateurs de portraits, peut-être par exemple, c'est un range intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Bruno. Un 35-150 f2, ouais. f2.8. Ouais, non, si, ça peut être intéressant. Maintenant, c'est vrai que pour moi, il me faut autre chose avant le 35 parce que je suis un fan des courtes focales, voire des très courtes focales. Mais en complément d'un 15-30, par exemple, je crois qu'il y en a un dans la gamme Tamron. En réflexe, ouais. En réflexe, Ils ont un 17-28 sinon en Sony. Un 17-28, voilà, oui, ça, effectivement, 17-28, 35-150, ça fait un joli binôme, donc ouais, ça peut être super chouette. Bon, et enfin, pour terminer, dans les actus un peu qu'on défrayé la chronique cet été, il y a l'officialisation de l'annulation pour la 2e année consécutive du Salon de la photo de Paris pour cause de crise sanitaire. Alors, c'est un peu contradictoire, parce qu'on commence à voir les salons aussi revenir, se maintenir. Bon, c'est pas le seul salon photo-vidéo à être annulé, évidemment. Le NAB 2021, édition reportée puis annulée il y a quelques jours et reprogrammée au printemps 2022 à Las Vegas. L'IBC d'Amsterdam qui aura lieu au mois de décembre. Le Satis, pour sa part, lui, est maintenu au mois de novembre à Paris. Et
Pour l'instant, Photo le Days. CP+, Photo Days est Photo maintenu. Days, ouais. Photo Days en Photo Belgique. Days est maintenu et on l'espère, le CP+, le salon de la photo japonais qui devrait avoir lieu normalement en février prochain au Japon. Alors bon, les organisateurs du salon de la photo annoncent qu'ils planchent déjà sur une édition pour 2022 qui sera, selon leur dire, un salon qui est réinventé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Un C'est nouveau la mode, format, tiens. un nouveau lieu, de nouvelles dates? On ne sait pas pour l'instant, on verra un peu plus tard. Benjamin, par contre, côté festival photo, les affaires ont repris et vont continuer à reprendre. Ouais, depuis qu'on a arrêté, qu'on a eu l'interruption entre la saison 2 et la saison 3, les choses ont repris pendant l'été, alors avec des passes sanitaires dans la plupart des cas, dans la majorité des cas. Il y a eu notamment la Gacilly, moi j'ai pas eu l'occasion d'y aller. Il y a eu Arles, où je suis allé pendant 48 heures, de très belles expos. Et il y avait notamment le photographe sud-africain Peter Hugo qui affichait des portraits là-bas, ça m'a beaucoup plu. Puis on a eu Visa pour l'image qui a eu lieu avec des belles rétrospectives sur Vincent Munier, Éric Bouvet. Et puis là, nous on est à Paris évidemment, mais il y a beaucoup de lieux d'exposition qui sont toujours ouverts. Et j'y reviendrai dans ma chronique tout à l'heure, mais aller à la Maison européenne de la photo, par exemple, pour découvrir des photographes japonais, des grands maîtres de la photo japonaise. Et puis très bientôt, là, on va avoir Monty Ander en novembre. Et dans une semaine, nous serons à Bayeux pour le festival des correspondants de guerre, avec une belle édition et puis une journée entière organisée par Nikon avec des ateliers, etc. On reviendra sur tout ça à la fin du mois. Et si je peux me permettre, on est donc le 30 septembre, si vous êtes dans le sud-est de la France et au nord de l'Espagne, il y a le festival Incadaques qui va entamer sa 5e édition. Et tu as raison de le signaler, ça on en entend beaucoup parler de plus en plus, ça a l'air d'être un très bel événement. Énormément de photographes français contemporains, Laetitia Lefour, Oliberi, et pas mal Oliberi qui utilise des Sigma, des P4. Exactement. Donc si vous voulez faire un tour, c'est sympa, c'est au bord de la mer, il y aura des petites fritures et des photos qui volent au vent. Bon, bah voilà pour ce très long flash actu de rentrée. On passe à la suite. Benjamin, c'est à toi. On reprend évidemment ta story hebdomadaire. Alors, cette semaine, une fois n'est pas coutume, tu nous fais voyager de nouveau au pays du soleil levant avec un grand photographe qui vient de sortir son tout nouveau beau livre. La story de Benjamin vous est proposée par Sony et sa gamme de boîtiers hybrides plein format photo et vidéo pour les professionnels et les amoureux de la belle image. Cherry Blossom, ou fleur de cerisier pour les plus réfractaires à la langue de Shakespeare. C'est le titre retenu par Bruce Gilden pour son dernier ouvrage consacré au Japon. Un choix quelque peu déroutant quand on connaît le style brut et percutant du photographe de rue, qui prend racine dans les allées sombres et enfumées de son Brooklyn natal, loin des printemps hauts en couleurs rythmés par la floraison des cerisiers au pays d'Okusai. En retournant le livre, sur la 4e de couverture apparaît, incrusté dans la toile mauve, le portrait d'une dame en kimono, ornée des fameuses fleurs de cerisier. Elle tient un os de volaille entre les mains. Selon Gilden, ce cliché, je cite, n'a rien d'extraordinaire en soi, mais le fait que le sujet soit en train de manger du poulet frit dans une tenue traditionnelle donne une dimension nouvelle à l'image. Tout simplement parce que l'on ne s'y attend pas, explique-t-il. À l'occasion de plusieurs résidences entre 1995 et l'an 2000, le photographe new-yorkais arpente Sanya, alors bouillant quartier situé dans l'arrondissement de Taito à Tokyo. Chaque matin, avant l'aube, le Leica chargé de films Tri-X, il part à la rencontre des marginaux, des invisibles de la société nippone, à milieu des cohortes de cols blancs sagement alignés au pied des tours de Roppongi ou des kawaii gentiment excentriques sous les néons d'Akihabara. J'ai cru débarquer dans un autre monde, se souvient-il, un genre de cour des miracles version japonaise où tous les journaliers, indigents, alcooliques et autres paumés exclus de la société subsistent au jour le jour. Accompagné d'un interprète, il réalise des portraits saisissants de sans-abri, yakuza ou encore bozozuku, des membres de gangs de motards adolescents. Résultat, des images noir et blanc frontales, de véritables coups de poing. Du Gilden pur jus, venu cette fois d'une autre rive du Pacifique.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup sur cet ouvrage, Benjamin? Oui, l'ouvrage vient de paraître donc à l'atelier EXB, rebaptisé depuis le décès de Xavier Barral, qui est un prestigieux éditeur à Paris, qui édite de très très beaux livres. Et ils avaient notamment édité il n'y a pas longtemps le fameux ouvrage de Bruce Gilden aussi, Lost and Found, photographe de Magnum, qui replonge dans ses archives aujourd'hui à l'âge de 74 ans, et qui du coup en a profité cette fois pour augmenter en fait un livre publié il y a 20 ans sur le Japon qui s'appelle Go, et qui est augmenté cette fois d'une trentaine de clichés inédits. Et je vous parlais tout à l'heure, moi, de mon tropisme pour le Ricoh et son 28 mm, pour le Ricoh GR. Voilà, le style de Gilden, c'est ça, c'est du grand angle dans la rue, parfois avec du flash un peu frontal. Voilà, c'est des photos que moi j'aime beaucoup. Et là, transposé au Japon, dans ces quartiers un petit peu chauds, du moins à l'époque chauds, c'était il y a 20 ans dans ce quartier-là, depuis gentrification, etc. C'est plus tout à fait la même chose. Ça donne une vision du pays qui est un petit peu différente des images qu'on peut avoir. Bruno, mon petit doigt me dit que beau livre, photo, Oui. Japon, ça devrait résonner un peu de ton côté. Oui, c'est bientôt mon anniversaire. Et il se trouve que ce Cherry Blossom de Bruce Gilden existe en édition limitée à 30 exemplaires, accompagné d'un tirage. Voilà, donc si les collègues veulent bien se cotiser pour me l'offrir, ça me donnera l'inspiration pour le livre que je prépare moi-même, avec un style très différent. Je ne suis pas du genre à utiliser le flash, ni aller voir les gens de manière trop frontale, sauf quand ils ont bu et que j'ai moi-même bu. Ce qui arrive souvent dans certains quartiers du Japon un petit peu oubliés, notamment celui de Golden Gai qui est à Shinjuku, et dans les petites ruelles de Shibuya, quand on s'éloigne un petit peu des touristes et des parties touristiques. Et effectivement, je prépare mon premier livre photo qui devrait finir par sortir, une fois que la préface sera préparée, une fois que... Benjamin rigole parce que c'est lui qui l'a rédigé. Bon, donc pour une fois, c'est moi qui lui commande des articles. Voilà, donc Tu vois, je travaille, la preuve. Non, c'est bien. Donc j'espère que je peaufine ma culture nippone. J'espère que ce sera prêt pour Noël dans un monde parfait. Mais je me suis un petit peu compliqué les choses parce que la couverture sera faite à Tokyo par une artiste japonaise que j'ai rencontrée à République. La traduction sera faite par un Écossais qui habite à Londres. Et l'impression sera faite par un imprimeur que Bruno connaît bien. Parce que normalement, ça devrait être Escourbiac. D'accord. Si je comprends bien, ça sera de l'auto-édition. Ce sera de l'auto-édition, effectivement. Alors comment on va pouvoir se le procurer? Ou peut-être, je sais pas, le précommander peut-être? Probablement une campagne Ulule, parce qu'il faut faire fonctionner les petites entreprises françaises. C'est intéressant ça quand même, je veux dire, ces photographes qui ont le courage de se lancer dans une auto-édition d'un beau livre. Je pense que ça mériterait même qu'on fasse une émission dédiée au sujet, parce que ça doit être des questions que beaucoup de personnes se posent. Bruno Calandili, toi, tu as déjà eu une expérience avec un beau livre, non? Oui, justement, imprimé chez Escourbiac, donc c'est pour ça que je me permettais de dire à Bruno que c'était un bon choix. Ils sont super pros, ils travaillent bien, ils sont disponibles. J'ai passé 48 heures sans dormir devant les machines à gérer la chromie de chaque double page jusqu'à en devenir aveugle. Mais c'était, voilà, en fait, ils sont très à l'écoute, et au final, j'ai réussi à avoir effectivement le livre dont je rêvais, puisque l'éditeur aussi m'a fait confiance. Donc c'était une couverture satinée mat, un vernis sélectif sur le texte, des calques à l'intérieur, et voilà, c'est le seul que j'ai fait. Ça sera peut-être l'unique, mais il a été vraiment fait à mon idée. Et ça a été une expérience superbe. En plus, il a été édité, réimprimé. Là, j'ai appris il y a peu de temps, que la deuxième impression était épuisée. Donc voilà, et bravo, bon courage à Bruno, parce que Merci Bruno. l'auto-édition,
l'auto-édition, c'est compliqué quand on n'a pas de distributeur. J'ai pu le constater. Voilà, même quand on s'est retrouvé en tête de gondole à la Fnac, j'ai eu cette chance-là dans certaines Fnac. Malgré ça, c'est pas évident. Ça part mine de rien plutôt doucement. Et voilà, écoute, bonne chance à ce bel ouvrage. J'espère que moi c'est pas encore mon anniversaire, mais un de ces quatre, tu me le feras passer. Oui, oui. Ok, merci mes chers Bruno, merci Benjamin pour cette story. Bon je vous propose maintenant qu'on fasse une petite respiration, une petite pause avant d'attaquer donc le grand débat de cette émission. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. Sigma, fabricant indépendant d'appareils photo et d'objectifs conçus et manufacturés entièrement au Japon, fête ses 60 ans. Vous connaissez nos 150-600 mm pour réflexe, les contemporaries et sport. Nos ingénieurs ont travaillé dur afin que les utilisateurs d'appareils hybrides puissent atteindre le plaisir de cette focale extrême. Découvrez le nouveau Sigma 150-600 mm f5 6.3 DGDN Sport pour hybride. Plus compact, plus léger, résistant à la poussière et aux intempéries et personnalisable grâce au dock USB. C'est l'outil idéal des photographes de nature, de faune ou de sport. Disponible en monture Sony FE et L-mount. Plus d'infos sur sigma-photo.fr. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec le photographe et journaliste Bruno Labarbère et le photographe Bruno Calandini pour parler optique et plus précisément des téléobjectifs. Alors on va commencer avec toi, Bruno Labarbère, et on va essayer de reprendre un peu les bases. Bon, téléobjectif égale long focal, c'est quoi exactement la focale d'un objectif et à partir de quelle focale on peut considérer qu'on est avec un téléobjectif? Alors, les téléobjectifs, vous voyez tous pour à les quoi... nuls. Non, pas pour les nuls. Non, les téléobjectifs, vous voyez tous à quoi ça ressemble parce que quand on pense objectif photographie professionnelle, on pense à ces grands objectifs qui sont longs comme le bras et qui coûtent le prix d'une petite citadine. Mais ce n'est pas que ça. Heureusement, il existe des téléobjectifs qui sont beaucoup plus accessibles. Et il existe des téléobjectifs qui ne sont pas des téléobjectifs, mais on les appelle comme ça. Donc, pour revenir à ta question, Arthur, déjà, comment on sait qu'un téléobjectif est un téléobjectif ? Ça dépend de la focale de l'objectif. La focale de l'objectif, c'est la distance qu'il y a entre le centre optique de l'objectif et le plan image. C'est normalement une donnée que l'on donne en millimètres et c'est ce dont on parle quand on dit que c'est un 28 mm, en 50 mm, en 80 mm et ainsi de suite. Traditionnellement, on dit que la focale standard, mais plutôt la focale normale, c'est le 50 mm parce que dans le format d'image 24 par 36 mm, c'est ce qui est le plus proche de la diagonale du 24-36. Donc Pythagore nous dit que ça fait 43 mm. 43 mm, c'est casse-pied à fabriquer, donc on considère que 40, 45, 50 mm, c'est le domaine de la focale standard. Alors moi, j'avais entendu que ça correspondait un peu à l'angle de vision de nous, les humains. Oui, mais alors ça, c'est très très compliqué à affirmer parce qu'on n'a pas tous le même champ de vision. D'accord. Et on a même la même personne, en fonction de l'heure dans la journée et de son état de santé, n'a pas le même angle. Si on dit ça, c'est juste parce que cette focale standard, ça donne une perspective sur l'image qui est à peu près semblable à ce que l'on voit à l'œil nu. Ok. Mais il vaut mieux retenir pour le coup la définition mathématique. Comme ça permet de bien comprendre pourquoi le 50 mm c'est la focale standard pour le 24-36. La focale standard pour du moyen format, c'est plutôt le 75-80 mm parce que c'est toujours la diagonale de l'image. Et pour les capteurs plus petits, on tombe sur du 23 mm, sur du 16 mm en fonction de la taille du capteur. Donc tout ce qui va au-delà du 50 sera un télé, du Pas coup forcément. Donc déjà, tout ce qui est en dessous du 50, c'est du grand angle. Et la définition est très très floue. C'est un mauvais jeu de mots parce qu'il n'y a pas de démarcation officielle pour dire que, par exemple, les grands angles commencent à 35 mm. Certains considèrent que ça commence à 28, certains considèrent que ça commence à 30 mm. Donc chacun fait un petit peu à sa sauce. Et de l'autre côté, ça fonctionne dans le même sens. C'est-à-dire que c'est le domaine des longues focales. Et les longues focales, certains vont considérer que ça commence à 80, certains commencent à 100, 120. En vrai, peu importe. C'est pas ça qui est important. Aujourd'hui, comme on parle de téléobjectif, c'est une catégorie particulière de longue focale. Et
Votre centre optique dont je parlais tout à l'heure, ça représente une distance par rapport au capteur, en l'occurrence. Donc, si vous prenez une longue focale, par exemple 150 mm, ça signifie que ce centre optique se trouve à 15 cm de votre objectif, de votre capteur. Et comme ce centre optique est au centre, ça veut dire que ça ferait virtuellement un objectif d'à peu près 30 cm de long. Et le problème, c'est que quand on va de plus en plus loin dans les focales, par exemple, il existe des 400, des 500, des 800 mm, en suivant cette logique, c'est que pour un 800 mm, il faudrait un objectif qui fasse 1,60 m de long. 1,60 m de long, très probablement 14 kg, et impossible à utiliser à main nue. Et je ne me souviens plus exactement, mais c'est vers la fin du 19e, début du 20e siècle, on a trouvé une formule pour déplacer virtuellement ce centre optique vers l'avant de l'objectif, donc rallonger virtuellement la longueur focale. Et en fait, ce que l'on appelle téléobjectif aujourd'hui, ce sont des longues focales qui utilisent ce type de formule avec le centre optique qui est avancé par rapport au reste. Alors, explique-moi aussi quelque chose, puisque du coup, donc tu as parlé de la focale par rapport au format 24-36 mm. Du coup, quand on utilise des appareils qui ont des capteurs de taille différente, et je pense notamment aux capteurs plus petits que le 24-36, on applique des coefficients de conversion aux focales pour avoir ce qu'on appelle les focales équivalentes. Donc, si je raisonne un peu, je me dis que si on cherche à avoir des très longues focales, on a tout intérêt à utiliser des capteurs les plus petits possibles. Oui, mais pas trop petits non plus. Mais en l'occurrence, ça fonctionne très très bien avec l'APS-C et le micro 4 tiers, donc qui ont des coefficients de conversion. Tu nous vendais le micro 4 tiers tout à l'heure, c'est le bon moment là. Voilà. L'APS-C, coefficient de conversion de 1,5, sauf chez Canon où c'est 1,6, mais on va dire 1,5 parce que pour calculer de tête, c'est plus facile. Donc par exemple, vous prenez un 300 mm. Vous le montez sur un capteur 24-36 et ça fait un 300 mm. Vous le montez sur un capteur APS-C, vous multipliez par 1,5 et ça fait un équivalent 450 mm, alors que l'objectif c'est strictement le même. Vous le montez sur un capteur micro 4 tiers, enfin sur un capteur 4 tiers avec une monture micro 4 tiers, et vous multipliez par 2 la focale et ça vous fait un 600 mm d'équivalence. Et c'est absolument fondamental pour les gens qui veulent utiliser du téléobjectif parce qu'en utilisant des objectifs de focale plus courtes, qui sont aussi des objectifs moins lourds et moins chers, vous obtenez le cadrage que vous obtiendrez avec des objectifs beaucoup plus gros, beaucoup plus lourds sur le 24-36. Oui, par contre, la luminosité n'est pas la même, du coup. La luminosité est strictement la même. Ah bon? Voilà, c'est l'objectif en lui-même transmet de la lumière, et après, le capteur que vous lui mettez derrière, ça ne change fondamentalement pas la quantité de lumière qui passe à travers l'objectif. C'est par exemple, vous prenez une fenêtre, vous la mettez devant un mur, que ce mur fasse 4 mètres de large ou 30 cm, c'est toujours la même quantité de lumière qui passe par la même ouverture de fenêtre. Donc, changer de taille de capteur, ça ne change pas la luminosité de l'objectif. Par contre, et c'est pour ça que les petits capteurs sont d'autant plus intéressants, c'est que l'ouverture d'un objectif est directement liée à la focale. Selon la règle, l'ouverture c'est égal à la focale divisée par le diamètre de la pupille de sortie. Donc n égale f sur d, n égale f sur d. Donc plus votre focale est courte, plus c'est facile d'atteindre des grandes ouvertures. On parlait tout à l'heure de 35 mm 0,95 et on parle très souvent de 50 mm f1 0,95. Ça c'est facile parce que c'est des focales qui sont relativement courtes. Si on voulait obtenir un téléobjectif ouvrant f1, il faudrait par exemple pour un 300 mm que la pupille de sortie fasse 300 mm, donc 30 cm de large, ce qui est absolument inconcevable. Et c'est ce qui explique notamment pourquoi, quand on dépasse une certaine longueur focale, on n'a pas d'objectif qui ouvre à moins de f de 8. On a des 400 mm qui ouvrent à 2,8, 400, 450, 500 qui difficilement atteignent cette ouverture, mais au-delà, on passe tout de suite à du f4, f5, 6. C'est pas une mauvaise volonté de la part des constructeurs, c'est juste parce que c'est physiquement impossible ou en tout cas, ce ne serait pas réaliste d'un point de vue budget. Il y a aussi autre chose qu'il faut bien préciser quand on utilise des longues focales, donc des téléobjectifs, c'est que du coup, la profondeur de champ en est d'autant plus réduite. Bruno Calandini, toi qui utilises régulièrement ce type d'objectif, comment tu gères la profondeur de champ avec des très longues focales ?
En fait, quand je me suis retrouvé, j'ai fait un plusieurs années en Afrique où je m'étais concentré sur le portrait animalier et donc, on était vraiment sur du cadrage portrait, parfois très serré et en fait, pour être honnête, on ne voyait pas une différence énorme quand on était à quelques mètres d'un lion, par exemple, et qu'on faisait la mise au point sur l'œil. On ne voyait pas une différence énorme entre une ouverture, à 4 ou à 8. Évidemment, on la voyait. Bon, il faut savoir quand même qu'avec un très gros téléobjectif, on est rarement, à des ouvertures au-delà de 8, à moins d'être sur pied et de vouloir faire un paysage et d'avoir un vrai intérêt à obtenir plus de profondeur de champ. L'autre paramètre étant que c'est souvent entre f8 et f11 qu'on a la meilleure qualité optique. Donc quand on peut se le permettre, effectivement, être sur pied et fermer un peu, c'est toujours un avantage. Maintenant, effectivement, quand on fait de la photo animalière ou d'action, de sport ou de portrait ou autre, en général, les téléobjectifs, on les utilise à pleine ouverture. Et c'est un autre avantage des petits capteurs d'ailleurs. Là, en parlant d'ouverture, tu parles de F8, de F11. Il faut citer les deux modèles Canon qui sont assez atypiques. Les 600 et 800 mm F11 qui sont sortis pour les EOS R. Là, par contre, physiquement, c'est assez remarquable ce qu'ils sont arrivés à faire à ce niveau-là. Le 800 mm, il fait la taille de mon bras. Il est grand, mais si tu compares... Mais il n'est pas trop lourd. Il est tout léger. Il est vraiment tout léger. Et oui, merci le plastique. Ouais. Non mais... Oui, ça reste une longue focale à portée. Bon, à portée de toutes les bourses à peu près, quoi. D'ailleurs, ils n'ont pas trouvé un peu des solutions technologiques pour réduire un peu la taille et l'encombrement de ces super téléobjectifs? Ben, les lentilles de Fresnel, notamment. Tout à fait, tout à fait. Chez Nikon, donc, ils appellent ça PF pour les lentilles de Fresnel. C'est basiquement ce que vous retrouvez dans les phares. C'est ce qui permet très schématiquement de condenser plusieurs lentilles dans une seule lentille. Donc forcément, on gagne de la place. On gagne de la place, on gagne du poids, on gagne en prix parce que moins de lentilles, c'est moins de choses à fabriquer, ça fait moins de flux, enfin bref. Et du côté de Canon, on est sur la lentille DO qui grossièrement fait la même chose. Donc l'idée, c'est toujours d'avoir des objectifs plus compacts possible. Et vraiment, Bruno, tu me corriges si je me trompe, mais l'idée avec les objectifs, c'est d'abord de pouvoir les transporter. Parce que si on ne les transporte pas, on ne peut pas faire de photos. Tout à l'heure, tu parlais du micro 4 tiers et je me rappelle avoir été bluffé sur le terrain par le 75-300 Zuico qui tient dans une poche de treillis en fait, qui doit faire une quinzaine de centimètres, moins de 500 grammes et qui avec le coefficient de conversion équivaut à un 150-600. Donc ça c'est énorme d'avoir ce type d'objectif aussi disponible et parce que c'est bien beau d'avoir des téléobjectifs super puissants, mais quand ils sont au fond d'un sac dédié parfois et que voire dans le coffre de la voiture, finalement on s'en sert jamais et un objectif pas disponible, c'est pas un bon objectif parce que voilà, ça devient trop compliqué au bout d'un moment et on ne l'utilise plus. Donc encore une fois, c'est le compromis entre poids, encombrement, disponibilité, qualité optique, ouverture, etc. Et c'est avec ça qu'il faut faire. Alors évidemment, quand on pense téléobjectif, on pense naturellement et en premier à la photo de sport et à la photo animalière. Alors, on en a déjà un peu parlé. Par exemple, tout le monde a en tête l'image d'une ribambelle de photographes alignés le long des terrains de sport à l'occasion d'un grand événement avec leurs impressionnants téléobjectifs tout de blanc vêtus. Alors nous nous sommes entretenus avec... Ou noir, oui. Nous nous sommes entretenus avec Guillaume Cuvillier, qui est le responsable du marché photo professionnel chez Sony, et qui nous explique pourquoi et comment ces objectifs sont utilisés sur le terrain par les professionnels. On l'écoute.
Alors, les téléobjectifs sont effectivement beaucoup utilisés par les photographes professionnels sur des événements sportifs parce que souvent les photographes se trouvent quand même à distance des athlètes ou des sportifs pour des raisons diverses, de discrétion, pour des questions de sécurité aussi. Donc, ça rend l'usage des téléobjectifs indispensable dans pas mal d'usages, donc dans les sports mécaniques bien entendu, mais même sur d'autres compétitions de tennis, de foot. Les photographes n'ont pas forcément non plus beaucoup de choix dans la position qu'ils vont prendre autour des arènes sportives. Donc, ils sont parfois obligés effectivement de recourir aux téléobjectifs pour pouvoir avoir des cadrages intéressants. Alors aujourd'hui, Sony dispose effectivement d'une gamme de téléobjectifs assez riche. Une des focales toujours les plus utilisées, c'est le 400 mm de 8. L'ouverture de 8 permet de bien détacher le sujet du fond, et c'est vrai que le 400 mm permet de travailler à la fois assez près, même en multipliant, on arrive à l'utiliser aussi avec des rendus tout à fait satisfaisants à des distances plus importantes. Donc le 400 mm reste la référence, on va dire, du photographe de sport. Après, c'est vrai que certains photographes de sport vont plutôt aller vers le 600 mm. Je pense notamment à ceux qui travaillent sur le sport mécanique, à ceux des distances de sécurité leur impose d'être plus loin des évolutions. Donc, le 600 mm est aussi une focale importante. Les photographes sont aussi, par le fait qu'ils n'ont pas toujours le choix de leur position et qu'ils veulent pouvoir varier leur cadrage, ils sont aussi de plus en plus intéressés à utiliser des zooms. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, un zoom comme le 100-400 mm dans la gamme GM ou le 200-600 mm dans la gamme G sont aussi des objectifs qui attirent beaucoup les photographes. Alors, en termes de performance, ce à quoi les photographes vont être assez attentifs dans le choix d'un téléobjectif, ça va être, d'une part, la qualité optique. Donc, la qualité optique, on la rattache aussi à l'ouverture, la plus grande ouverture possible pour avoir un joli bokeh. La qualité optique intrinsèque pour avoir une image qui soit propre, nette, arrachée, impactante visuellement. Après, notamment dans la photographie sportive, mais aussi dans la photo animalière, dès qu'il s'agit de photographier des sujets en mouvement, on va être aussi attentif à la vitesse de l'autofocus. Notamment aujourd'hui, dans la gamme Sony, on trouve des motorisations assez uniques en leur genre. Chez Sony, depuis la génération de moteurs XD, qu'on trouve notamment sur les 400 et 600 mm, on a une translation qui est linéaire sur des tringles droites, et donc la lentille va d'avant en arrière par un effet d'induction électromagnétique à une vitesse très très importante. Quand on travaille avec des boîtiers qui peuvent atteindre des cadences de 30 images par seconde, on a besoin d'avoir un moteur, une activation de mise au point qui s'effectue très vite et de manière très très précise d'une vue à l'autre. Aujourd'hui, la performance de l'autofocus, elle est bien évidemment liée au système de détection du boîtier. Elle est aussi de plus en plus liée à la performance de la motorisation à l'intérieur de l'objectif. Vous pouvez tout à fait imaginer ce que ça peut apporter comme bénéfice quand on photographie de la Formule 1 ou des voitures qui vont à très grande vitesse. Alors Guillaume me précisait juste après cette petit entretien qu'il avait oublié un point qui était fondamental aussi pour les photographes sportifs, c'est le poids de l'objectif et donc sa maniabilité. Et quand on voit par exemple que le 400 mm 2.8 de Sony ou le 600 mm f4 de chez Sony ont un poids qui tourne aux alentours des 3 kg avec un centre de gravité qui est ramené au plus proche de la monture, c'est des facteurs extrêmement importants qui favorisent la maniabilité, qui vont dans le sens d'un usage professionnel sur le terrain. Bruno Calandini, toi tu pratiques évidemment entre autres la photo de sport. Qu'est-ce que tu utilises comme téléobjectif et pourquoi? Et j'ai envie de te dire, même question pour de la photo animalière. Alors moi je suis un vieux sentimental, donc du coup j'ai un 200-400 Nikon qui m'a accompagné de longues années et qui m'accompagne toujours parce qu'il tourne comme une horloge et voilà, j'y suis habitué, je l'ai très très bien en main, mais du coup il est plus forcément d'actualité si on regarde tous les paramètres dont on est en train de parler, c'est-à-dire le poids, il fait plus de 3 kilos et bon, pour le range n'est pas non plus énorme, 200-400, il fait 37 centimètres de long, je crois, voilà. Alors il a une mise au point mini à 2 mètres, ce qui est quand même à toutes les focales, ce qui est quand même plutôt pas mal, contrairement
aux objectifs dont on vient de parler, par exemple, les Sony, je crois que le 600 mm, c'est 4,50 m, la mise au point mini ou quelque chose comme ça. Puis bon, les prix sont pas les mêmes non plus, mais par contre, voilà, je l'utilise avec un convertisseur 1.4 qui l'amène à donc 280 560 à f5.6 sur un capteur APS-C, puisque j'ai parfois un boîtier en doublon dans mon sac APS-C. Le 200-400 devient un 300-600, et si je rajoute le convertisseur, ça devient un 420 840 f5.6. Donc là, je suis armé pour toutes les éventualités. Mais à des longueurs focales comme ça, Bruno, du coup, la stab, ça devient un critère important pour toi, non? Parce que là, en plus, tu es un utilisateur de réflexe, puisque tu parles du 200-400 Nikon, c'est sur Voilà, les c'est sur un réflexes. D850 que je l'utilise. Qui n'est pas stabilisé, du coup, lui. Qui n'est pas stabilisé. Donc effectivement, la stab, il y a il y a la stab VR de l'objectif, mais encore une fois, effectivement, c'est pas, ça vaut pas une double stabilisation 5 axes comme on peut l'avoir sur d'autres matériels. Maintenant, moi, je travaille sur monopode quand je suis sur ce type de focale, des fois même allongé, des fois sur un beanbag, des fois, voilà, je me débrouille et j'arrive à descendre à des vitesses qui sont relativement lentes. Pour revenir à ce que je disais sur la PSC, bon, alors, quand je suis sur un D850, en l'occurrence, c'est un capteur de 47 millions de pixels, donc je peux recadrer sensiblement dans l'image. Donc je perds certes quelques pixels, mais je bénéficie d'autres avantages. Déjà, je réajuste tranquillement mon cadrage en post-prod plutôt que de choisir le crop directement à la prise de vue. Je profite de la dynamique du capteur plein format, et puis j'exploite que le centre de la photo généralement, donc ça élimine les bords et les angles de l'image native, et en général c'est les zones où les téléobjectifs sont les plus faibles. Donc moi je trouve mon compte à travailler comme ça. Cet été, tu as eu l'occasion de tester le 150-500 de Tamron en montureux. Donc c'est un petit peu aussi un nouvel univers pour toi, même si tu as l'habitude de tester du matériel régulièrement depuis des années pour le magazine. Mais là, tu es en configuration sans miroir, hybride avec un boîtier stabilisé, une optique stabilisée, avec plein de modes d'ailleurs de stabilisation dessus. Et plus globalement aussi en termes d'usage, quel est ton retour un petit peu sur cette expérience? En fait, donc on parle du Tamron là en particulier. Donc, pour avoir essayé les 150-600, on perdait 100 mm en longue focale, mais on gagnait en compacité. L'objectif monté sur l'Alpha 9, ça faisait à peu près 2,6 kg, je crois, si j'ai bon souvenir. Donc un poids relativement raisonnable. Qu'est-ce que ça t'a apporté en termes d'usage, cette plage de focale, ce range 150-500? En fait, l'objectif standard, je dirais, pour le photographe lambda, c'est plutôt un 24-70, voire un 24-120. Donc, ce type d'objectif, c'est plutôt un objectif qu'on a en complément dans un sac, qu'un objectif passe-partout. Maintenant, le jour où on en a besoin, effectivement, avec un 120 mm, on fait pas de la photo animalière, on fait pas de sport à partir des gradins, et on est bloqué, voilà, si on se retrouve dans le désert, en mer, qu'on veut photographier un banc de dauphins qui suit un bateau, etc., on se retrouve vite limité sans ce type de focale. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut savoir le sortir, et effectivement, moi, j'ai essayé de l'utiliser un petit peu dans toutes les situations qui peuvent avoir de l'intérêt. Donc, effectivement, l'animalier, le sport, mais on peut également l'utiliser en paysage, pourquoi pas, dans des endroits très dégagés. On peut l'utiliser sur de l'événement, par exemple, donc un meeting aérien, de la photo de spectacle, quand on se retrouve derrière une foule avec beaucoup de monde devant soi, et peut-être même qu'on veut donner cette sensation de foule au pied de la scène. On peut dans ce cas-là cadrer un petit peu des personnages en flou en avant-plan. C'est les fameux tassements de perspective, là.
Alors ça, Mm. oui, alors ça, c'est un peu ça, effectivement, ce tassement de perspective, oui, c'est enfin, là, Bruno pourrait en parler mieux que moi. Si en gros, on photographie un paysage avec une rangée de sapins et puis au loin une montagne, plus on va reculer et allonger la focale, et plus on va avoir l'impression que la rangée de sapins est au pied de la montagne, même si il y a une grande distance entre les deux. Donc, le téléobjectif tasse les perspectives, effectivement. Ça a été reproché d'ailleurs récemment à des journalistes qui utilisaient ce procédé pour faire croire que des gens respectaient pas la distanciation sociale sur les marchés, etc. Ils se mettaient loin, ils utilisaient des longues focales. Du coup, on avait une impression de foule entassée qui n'existait pas dans la réalité. Si on faisait la même photo sur le côté, on se rendait compte qu'en fait, il y avait beaucoup d'espace entre les gens. Donc, ça peut effectivement être utilisé quand on veut donner une notion de densité avec des éléments très mélangés entre eux. On peut utiliser les longues focales pour ça. Sur ce 150, 500 en particulier et sur d'autres télé du genre, des zooms, il y a aussi la notion de distance minimale de mise au point et le fait de pouvoir faire même de la proxy photo, sans parler de macro. Ouais, alors là, pour le coup, le Tamron est plutôt bien loti parce que la mise au point mini est très courte. Je crois qu'à 150 millimètres de tête, on est à 60 centimètres de mise au point mini. Donc, effectivement, je me suis amusé à me mettre en manuel, en mise au point minimum, déconnecter l'autofocus et m'approcher de petits buissons de lavande, par exemple, pour essayer de cadrer au plus proche des abeilles en train de butiner, etc. Et on arrive à 60 centimètres au 150 millimètres, on arrive à faire des cadrages très très serrés. C'est piqué, ça fonctionne bien. Au 500 millimètres, je crois que la mise au point est un petit peu plus lointaine, mais ça reste encore très raisonnable. Et du coup, quand on a besoin de photographier des choses qui peuvent être potentiellement dangereuses, un serpent par exemple, j'imagine, si on rentre devant un serpent, on peut compter sur une mise au point minimum intéressante, tout en gardant une certaine distance avec le sujet. Et ça, c'est intéressant. Bruno Labarbère, moi j'ai une question pour toi. Donc on le voit là, les derniers téléobjectifs qui sortent, qui sont conçus pour les hybrides qui sont dans la majorité des cas stabilisés mécaniquement au niveau de leur capteur. Et ben, ces optiques, elles ont aussi une stabilisation optique. Mais pourquoi? Parce que ça marche bien. Déjà, c'est intéressant d'avoir une stabilisation sur l'objectif, ne serait-ce que parce que tous les capteurs ne sont pas stabilisés. Donc, ce serait dommage de restreindre la pratique photographique aux seules personnes qui ont les derniers boîtiers. En plus, la stabilisation optique, elle a l'avantage d'être vraiment optimisée pour l'objectif en question, pour la focale en question. Alors qu'une stabilisation mécanique du capteur, ça reste quelque chose de très 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 généraliste. Et il faut que ça fonctionne aussi bien sur du très grand angle, du 12, du 24, du 28 mm, que sur du 200, 400, 600 mm. Donc c'est intéressant aujourd'hui, et on ne va pas s'en plaindre, qu'il y ait ces deux types de stabilisation, optique d'un côté et capteur de l'autre. Et qui fonctionne parfois de concert, notamment chez Lumix ou chez Canon. Chez Canon, l'année dernière, j'avais testé le 800 mm dont tu parlais tout à l'heure, avec un EOS R5, et j'étais dans la rade de Brest, et j'ai réussi à faire des photos au 1/6 de seconde, avec un 800 mm, ce qui est absolument hallucinant. Bon, pas sur une mouette parce que ça bouge trop vite, mais c'est possible. Ok, alors si on essaye un peu de classifier les choses, alors on a parlé de beaucoup de types de téléobjectifs, de plages de focales différentes, ce serait quoi les grandes familles de téléobjectifs, Bruno, si on devait un peu organiser les choses? Alors, une première grande famille de téléobjectifs, qui est plutôt une famille de longues focales, c'est ce qu'on appelle les objectifs à portrait. C'est toutes ces focales qui tournent autour de 85, 100, 120 mm, qui généralement ont des ouvertures assez généreuses. Ça peut monter jusqu'à f1.4, f2. Et en fait, c'est des objectifs qui vont exploiter le fait que quand on allonge la focale, on réduit la profondeur de champ. Des bokeh master. Exactement. Donc ça permet d'avoir le visage qui pop par rapport à l'arrière-plan, qui lui sera bien flou. Donc on en reste sur des objectifs de
encombrement moyen et Souvent en focale fixe en plus. souvent focal fixe, mais c'est pas obligatoire. Ok, donc voilà pour la grande famille, on va dire, des téléobjectifs dédiés au portrait. Mais après, je pense que ce que la majorité des gens ont envie de toucher quand on parle de ce type de focale, bah, c'est les très longues focales pour faire du sport, de l'animalier, pour aller voir loin. Donc là, on tombe assez rapidement dans l'univers du zoom. Alors, on a le grand classique, hein, le 70-200 mm, qui existe souvent en version 2.8 constant ou en version f4 constant. On a des objectifs aussi qui vont un peu plus loin, toujours dans ce même range de polyvalence, que sont les 200-400 mm. Et après, on a les ultra polyvalents, 100-400 ou 150-600 mm. Voilà pour les zooms. Et évidemment, le Graal du Graal, les focales fixes, ultra longues focales, 400, 500, 600 et 800 mm. Et si je peux me permettre... Permets-toi. Voilà. Si je peux me permettre un petit conseil. Parce que j'ai discuté la semaine dernière avec un ami et je pense que finalement vous êtes nombreux dans cette situation. Il a déjà un 24-70 de 8 parce que zoom généraliste et il a également un 85 mm 1.4. Et son débat interne, c'était est-ce qu'il complète ça avec un 70-200 ou il complète ça avec un 150-600. Et du coup, vous allez tous les trois me donner votre avis. Lui, il voulait un 70-200 parce que c'est la triplette classique, 24-70, 70-200, 14-24 de l'autre côté. Mais le problème que je vois là-dedans, c'est qu'avec un 70-200, on recouvre 3 fois la même focale. Et surtout, on est tenté de passer son temps entre changer entre 24-70 et 70-200. On ne sait pas trop lequel utiliser. Et j'ai tendance à plutôt conseiller le 150-600, qui est suffisamment franchement différent, sans être beaucoup plus cher, pour vraiment envisager après ces sessions de prise de vue avec des sujets différents, quand il est vraiment loin, quand il ne doit pas faire doublon avec ce qu'il possède déjà. Il y a aussi, en parlant de doublons, les doubleurs avec les 70-200, qui peut être une autre option, plus légère en tout cas. Un 70-200 de lutte avec un doubleur, ça peut fonctionner. Mais c'est quand même encore un accessoire qu'il faut mettre, qu'il faut oui, enlever, oui. il ne faut pas l'oublier. Voilà, Bien sûr, bien sûr. Pour beaucoup de photographes qui démarrent, à mon avis, un 150-600, 150-500, dont on parlait beaucoup tout à l'heure, c'est quelque chose qui est relativement nouveau et c'est bon, ils sont bons. Je suis toujours très étonné. On les avait testés, le Tamron G2 ou les Sigma Contemporary et Sports sur les réflexes, c'était vraiment étonnant. Ce qui fait que d'ailleurs, beaucoup de photographes, même pros, ont laissé tomber des longues focales, des 500 mm f4, parce que ces focales ces optiques très polyvalentes sont devenues très performantes aussi et plus légères, donc forcément ils les ont prises. Ou le Nikon 200-500. Ou le Bigma 60-600. Qui est assez unique aussi en son genre. Hein. Celui qui ressemble à un bazooka, là. Ça c'est le 200-500 de 8, celui qui pèse 22 kilos. Ouais. Qu'on voit d'habitude sur les salons. Qu'on verra peut-être au salon de la photo 2022. Pour continuer, ce que je vous propose, c'est d'écouter le témoignage de Sébastien Montulet, qui est le responsable des ventes de la boutique spécialisée Camara au Mans, qui est située aux 5 places des Comptes du Maine. On lui a demandé quels seraient ses conseils pour choisir son premier téléobjectif. On l'écoute. Alors, en tant qu'utilisateur aussi de ce type de matériel, parce que je fais de la photo animalière, moi je conseillerais pour une personne qui commence de commencer avec un télézoom, puisque déjà en rapport qualité-prix, c'est intermatable. Régulièrement, et c'est vrai que j'ai souvent utilisé des focales fixes, donc très lourdes, qui nous obligent à le poser sur un trépied. En fait, on fait pas du tout les mêmes photos. Et là où ça a été révolutionnaire, quand Tamron a sorti, c'est eux qui ont dégainé le premier télézoom, je dirais de qualité, avec le 150-600 G1, ça a été une révolution, puisqu'on avait un poids de 2 kilos, et c'était comme un couteau suisse, on passait de 150 à 600, c'était royal, on faisait tout type de photos animalières. L'avantage, c'est de pouvoir faire des photos aussi à main levée, ça c'est très très important, donc on peut faire des oiseaux, on peut faire je ne suis pas contre les focales fixes, j'en ai une, mais c'est vrai que les 3/4 du temps, j'utilise moi personnellement un 150-600 qui me permet de faire n'importe quel type de photo. En fait, on a sur le marché deux types de téléobjectifs. On va avoir généralement les 100-400
Et puis on va avoir la fourchette en gros de 150-600. Pour choisir un télé objectif, un télézoom, on va regarder la construction. C'est important, une personne qui en a besoin pour faire du voyage dans des pays un petit peu, je dirais, humides, on va avoir tendance à conseiller des versions forcément protégées, donc tout temps. Généralement, ils ont la stabilisation, sont bien équipés en stabilisation, donc là, il n'y a pas vraiment de différence. Donc, on va avoir une ouverture un petit peu plus lumineuse sur les 100-400. Donc, ça peut aussi, une personne qui a besoin le plus de lumière, on va l'orienter plus sur des télézooms 100-400. Puis il y a aussi une histoire de poids très très importante et d'encombrement. Pour Sony, il y a des choses très très intéressantes. Sigma vient de sortir le nouveau 150-600 Sport. En fait, c'est tout l'avantage de la version contemporary, c'est-à-dire qu'on va avoir un poids qui va être beaucoup plus léger par rapport à la version Sport en réflexe. On va avoir la même construction en fait que le modèle Sport en réflexe, mais avec un encombrement et un poids qui correspond au contemporary. Bien sûr, avec des avantages par rapport à la version contemporary sur réflexe. On va avoir une meilleure stabilisation, meilleur pare-soleil, meilleur AF. Sur le collier, on va avoir le système Arca Suisse pour le mettre sur trépied. On va avoir aussi, très important, la mise au point mini va passer de 2,80, il me semble, de mémoire, à une soixantaine de centimètres. La fabrication est équivalente, bien sûr, c'est un modèle sport, donc la fabrication est tout temps comme la version sport sur le réflexe. Donc c'est un concurrent direct au 200-600 de chez Sony. On peut trouver le 100-500, qui est une très très belle option chez Canon, où on va avoir une construction sérielle avec un encombrement comme l'ancien 100-400 sur les réflexes. On va avoir le même poids pour 100 mm de plus. Alors c'est vrai, la question c'est l'ouverture. On n'est plus à 5-6, forcément on est à 7-1. Mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'à quasiment à 400 on est à 5-6. Donc en fait c'est un petit bonus des 100 mm. Pareil le 7-1, donc c'est pas une grande ouverture, mais on peut récupérer de la lumière grâce au boîtier hybride, puisque c'est assez phénoménal les possibilités de monter aujourd'hui sur les boîtiers, notamment plein format. Alors chez Nikon, on attend en téléobjectif un 200-600 apparemment. On n'a pas le prix, enfin j'ai pas les connaissances du prix, donc ça c'est des choses qu'on attend. Juste pour préciser, on a vu circuler une feuille de route pour les optiques Nikkor Z pour hybride, mentionnant effectivement un 200-600 à venir et un 100-400. Donc pour tous les Nikonistes qui sont en mal et en manque de longue focale, puisque c'est la marque qui est un petit peu en ce moment derrière les autres à ce niveau-là, apparemment, ça arrive. Pourquoi Tamron et Sigma sont en fait les deux constructeurs un peu outsiders qui proposent des téléobjectifs? Parce que ça coûte cher, tout simplement. Pas tellement du point de vue de la formule optique, parce qu'en vrai, si on se contentait d'objectifs manuels, un 150-600, ok, ce serait compliqué à fabriquer, mais c'est pas de l'ordre de l'impossible. Par contre, ce qui coûte cher, c'est vraiment d'associer ça à un module autofocus qui est capable de faire la mise au point de manière correcte à toutes les focales intermédiaires, donc 150, 151, 152, jusqu'à 600, parce qu'à chaque fois, il faut reprogrammer la puce, il faut reprogrammer la motorisation, il faut être certain que ça fonctionne sur du Canon, sur du Nikon, sur du Sony, sur du Panasonic, sur du Leica, sur du Sigma. Donc ça demande un budget R&D que les constructeurs qui viennent d'arriver, surtout les constructeurs chinois, n'ont pas encore. Et en parlant de budget R&D, qu'est-ce que tu peux dire aussi sur les focales d'exception, même peut-être Bruno Calandini qui a dû en essayer ou qui espère en essayer un jour sur les zooms avec convertisseur intégré? Ça, c'est des belles pièces optiques aussi. On voit des 200-400 avec des convertisseurs intégrés. Olympus en a sorti un récemment aussi. Oui, c'est effectivement, c'est du tout en un, comme ça évite de rajouter, comme le disait Bruno tout à l'heure, des pièces additionnelles qui peuvent, voilà, qui demandent du stockage, des manipulations. C'est sûr que c'est un petit peu la Rolls. J'en ai jamais eu en main, et effectivement, j'aimerais bien tester ça pour voir comment ça marche, mais je suis relativement confiant parce que le mécanisme a l'air relativement ergonomique, et j'imagine qu'en un tour de main, on passe, on intègre le convertisseur à l'objectif, et ça doit être assez fabuleux. Après, c'est des objectifs qui coûtent tous
tous, quasiment sans exception, entre au moins 10 000 euros. Donc c'est Ouais, absolument avis aux monstrueux, 10 000 millionnaires euros. aussi. Ouais. Forcément, ils les vendent pas par palette, hein. S'ils en vendent chaque exemplaire une centaine par an en France, c'est déjà énorme. Donc forcément, faible production, très gros coût, il faut l'amortir. C'est des objectifs qui se renouvellent une fois tous les 10 ans. D'autant plus qu'une fois qu'on a un 600 de 8, à moins d'avoir un usage intensif et rémunéré dans l'utilisation, on ne s'amuse pas à le renouveler progressivement. Et c'est aussi, par extension, l'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas encore des masses de 600 800 mm pour hybride spécifiquement. C'est que, ça coûterait très très cher pour une clientèle qui n'est pas, qui n'est pas suffisamment grande pour absorber les coûts. Et la deuxième, et on repart au début ce qu'est un téléobjectif, c'est qu'on reste sur des boîtiers, sur du matériel qui fait 60-80 cm de long. Pour gagner 100 grammes et 3 cm d'épaisseur, voilà, autant mettre une bague. On en revient aux 600 et 800 Canon f11 en plastique. Oui, parce que eux, ils sont à ouverture fixe. Donc le fait d'être à ouverture fixe, ça enlève pas mal de mécanique à gérer, et ça permet d'optimiser vraiment la formule optique pour ça spécifiquement. Bon, messieurs, je vais devoir mettre un terme à cette discussion. On a fait exploser le chronomètre depuis le début de cette émission. Il est temps de passer au débrief. Nous sommes toujours avec le photographe et journaliste Bruno Labarbère et le photographe Bruno Calandini pour parler téléobjectif. Alors, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce qu'on s'est dit pendant cette émission, ce serait quoi? Bruno Labarbère, qu'est-ce qu'il faudrait retenir? Acheter un 150-600. Voilà, parce que si vous n'avez pas de téléobjectif, c'est ce qu'il y a de plus polyvalent et ça vous permettra de mieux trouver la focale auquel vous voulez travailler et ça permet de faire à peu près tout. Benjamin. J'aime bien la notion d'usage. On a parlé énormément de matériel, on a cité plein de références. Bruno Calandini, au travers de son expérience avec le 150-500 de Tamron, nous a parlé de tout ce qu'il est parvenu à faire. J'ai essayé moi récemment sur le R3, le 100-500 aussi Canon. C'est assez remarquable finalement, ça va bien au-delà de la simple photo animalière sportive. On peut faire du portrait, on peut faire un petit peu de la proxy. Ce qui fait que même moi, à titre perso, du coup, j'ai toujours sur des balades ou des excursions de plusieurs jours, un télé, en l'occurrence un 100-400, en complément d'un grand angle et d'une focale fixe lumineuse. Je pense que le télé amène vraiment un plus en termes de polyvalence et de variété de cadrage. Bruno Calandini. Oui, moi je suis un inconditionnel du zoom, hein. Je pense que les avantages sont évidents, qu'on soit bloqué dans un 4x4 de safari, sous un affût, sur un bateau en train de photographier des macareux, ou qu'on soit au fond d'une salle de spectacle, dans une salle de conférence. Enfin bon, on arrive toujours avec le zoom, même si on est bloqué sur une chaise ou les deux pieds au même endroit, à ajuster ses cadrages. Et pour moi, le zoom, c'est incontournable. Maintenant, pour rebondir sur ce que tu disais, Bruno, tout à l'heure, tu voulais conseiller à ton ami le 150-600 au lieu du 70-200. J'avoue que dans un sac à dos, remplacer un 70-200 par un 150-600, même si bien sûr ça fait doublon et le range n'est pas le même, moi personnellement j'aurais du mal. Je pense que je prendrais les deux. J'espère que ton ami est riche et je prendrai les deux et je prendrai plus ponctuellement le 150-600 quand je dois aller au-delà du 200 mm ou quand je pense que ce que je vais avoir à faire va m'y amener. Mais compliqué à transporter tout le temps quand même, je trouve. Bruno Labarbère, du coup, est-ce que selon toi, un photographe doit avoir dans sa panoplie un téléobjectif? Pas forcément. Pas forcément parce qu'on a chacun des sensibilités photographiques différentes et quelqu'un qui fait que de la photographie de rue, c'est pas super utile d'avoir un téléobjectif. Et on peut passer une vie entière de photographie sans s'intéresser aux sujets qui sont très très loin. L'animalier, à titre personnel, ça ne m'intéresse pas du tout. La photo de sport, ça ne m'intéresse pas du tout. D'autant plus qu'il y a déjà des gens qui font ça, qui le font très bien. Donc c'est vraiment... Voilà, il n'y a pas d'obligation quand vous êtes photographe à vous équiper du 12 mm au 1200 mm.
trouvez la pratique que vous aimez, trouvez la focale et les objectifs et le matériel qui vous permet de faire cette pratique sans vous ruiner et en y prenant du plaisir. Et si vraiment vous avez besoin d'un tel objectif, allez-y, mais il ne faut pas que ce soit obligatoire. Bruno Calandini, pour toi, ce serait quoi le téléobjectif idéal ? Ben, le téléobjectif idéal, il est forcément pas trop gros, pas trop lourd, il ouvre grand, et puis il a un piqué excellent. Donc voilà, on sait tous que aujourd'hui c'est compliqué, mais ça évolue. Moi j'ai connu l'époque où être équipé au-delà du 300 mm, c'était exceptionnel. Puis sont arrivés des télézooms de plus en plus performants, avec des qualités optiques qui étaient de plus en plus pointues. Et puis aujourd'hui, franchement, quand je vois ce qu'on a dans les mains, moi personnellement, je n'ai plus envie, si j'ai eu envie un jour, d'avoir une focale fixe de 500 mm ou de même 400, 500 ou 600 mm, qui soit un tromblon complètement encombrant, qui me demande d'avoir une valise dédiée, et avec lequel je sois vraiment gêné pour travailler. Quand on est dans un 4x4, je reviens souvent à l'exemple du 4x4, mais quand on est en safari par exemple et qu'on doit changer d'objectif, c'est juste une tannée d'être debout accoudé contre la carrosserie pendant que le chauffeur roule pour aller rejoindre une scène qui est en train de se dérouler et où il faut être vite sur place pour pouvoir faire des images. Et là, changer d'optique à ce moment-là, c'est compliqué. Même tenir le boîtier calé contre soi pour aller d'un point à un autre sur une piste, c'est compliqué. Donc je pense que la maniabilité, on en a parlé, la disponibilité, c'est super important pour se servir de son matériel. Et voilà, c'est ce compromis-là qui me paraît être le meilleur compromis à trouver pour les générations à venir. Bruno, tu voulais réagir ? Oui, je veux juste ajouter une chose, c'est qu'on parle là uniquement d'objectifs pour réflexe, pour hybride depuis le début. On parle d'objectifs qui valent pour la plupart au-delà de 1000 euros. En vrai, si vous voulez utiliser des longues focales et que vous n'êtes pas certain, il existe toujours des compacts et des bridges qui ont des longues focales qui coûtent beaucoup moins cher. Et voilà, c'est des bridges en pouce. Si c'est un usage vraiment très très ponctuel, il existe des bridges en pouce, par exemple le Lumix TZ200 qui vont à 200, 300, 400 mm, et c'est une bonne première manière de vous faire la main. Donc vous en achetez en d'occasion, vous essayez, puis vous le revendez parce que ça se revend tout ça, et après vous franchissez le pas. Mais ça sert à rien d'aller dépenser tout de suite 1500, 2000 euros pour quelque chose qui va rester dans le coffre. Benjamin, pour terminer, toi qui as eu entre tes mains, vu passer un nombre très impressionnant de téléobjectifs, est-ce qu'il y en a un qui t'a particulièrement marqué, et si oui, pourquoi ? C'est une question qui tue, ça. Alors, qui m'aurait marqué parce qu'il est exceptionnel ? On en a un petit peu parlé tout à l'heure, il y a le 200-400 Canon sériel avec convertisseur intégré. Oui, je l'ai eu peu de temps, mais j'ai été surpris par la maniabilité, toute relative, parce qu'il est quand même très très imposant et très lourd. Mais les images obtenues sont absolument époustouflantes, même en activant le convertisseur. Mais je retiens un petit peu comme Bruno et son Mzuiko, Bruno Calandini et le Mzuiko 75-300. Moi, c'est le 50-200 Lumix f2.8.4, siglé Leica, que je trouve dingue en fait, qui fait un équivalent 100-400, qui est tout petit. Et il n'y a pas longtemps, il y a une couve du magazine, d'ailleurs... En couve du magazine figurait une photo prise avec cette optique-là. Et j'y suis très surpris par le ratio point encombrement, piqué, l'efficacité de la stab, notamment la double stab, en photo et en vidéo. Filmé avec ça et un GH5 stabilisé, j'ai trouvé ça assez époustouflant. Voilà. Bon, merci à tous pour ces très belles explications. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et je vous propose que l'on se frotte à l'exercice du quiz.
Le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram, en lien ou non avec le sujet de l'émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. La première question t'est adressée à toi, mon ami Bruno Labarbère, et nous vient d'une certaine Clara Bong, et elle se demande s'il n'est pas un petit peu mort ton blog Mizuwari. Ça n'a strictement rien à voir avec les téléobjectifs, mais Rien. ce n'est pas qu'il soit mort, c'est qu'il est en vacances prolongées pour une durée indéterminée. Et non, je ne prends pas le temps de l'alimenter. Et j'avoue que ces derniers temps, je préfère passer plus de temps à concevoir mon livre qui, au hasard, s'appellera Mizuwari, plutôt que à écrire des choses que vous pouvez de toute façon retrouver sur le monde de la photo. Ouais, c'est ça, rédiger en priorité des articles pour le magazine, c'est très bien Bruno, bravo. Deuxième question qui t'est destinée, Bruno Calandini, qui nous vient d'un certain Robert Click. C'est comment de partir régulièrement en voyage photo avec les gars du monde de la photo? Et plus précisément, qui est le plus sympa entre Benjamin et Vincent? Ah là là, compliqué. Alors qu'est-ce que ça fait? C'est juste une chance énorme depuis 17 ans de participer à ces expériences digitales. On me confie du matériel, je joue avec, on me demande mon avis, c'est extraordinaire. Quant à Benjamin et Vincent, est-ce que j'ai le droit au joker? Je sais pas, c'est pas les mêmes profils. J'ai connu Vincent d'abord, Benjamin après. Je trouvais que 3 c'était beaucoup et finalement maintenant on fait une super équipe et on s'éclate tous les 3 ensemble. Merci beaucoup Bruno. Bruno Labarbère, troisième question qui t'est destinée, qui nous vient d'un certain Alexandre.gmd qui pose souvent des questions. Il se demande pourquoi il y a une différence de prix si importante entre un téléobjectif Canon et Tamron. Ah, parce qu'il faut amortir la R&D. Voilà. Déjà, Canon ne fait des objectifs que pour Canon, alors que Tamron peut répartir la charge sur différentes montures. Donc, ça, c'est une clientèle qui est forcément plus importante. Et puis après, c'est une histoire de stratégie. C'est dans l'essence de Tamron et Sigma de faire des objectifs moins chers pour mieux les vendre. Et pour autant, ils ne sont pas plus mauvais. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Tu t'en es bien sorti, parce qu'elle n'était pas facile, celle-là. C'était très vicieux. Dernière question, une question qui tue. Et elle vous est adressée à tous les deux les Bruno. Si vous deviez choisir et n'avoir accès qu'à une seule focale jusqu'à la fin de votre vie, vous préféreriez un fisheye 11,5 mm ou un 834 mm? Alors, plutôt le fisheye parce que je crains de ne pas être suffisamment musclé à mes 80 ans pour me balader avec un 800 mm. Monsieur Calandini? Ouais, le fisheye aussi, mais moi plus par goût. J'adore l'ultra grand angle. Après le fisheye, pour le coup, c'est un peu extrême, mais non, sans problème. Si je devais en choisir qu'une seule focale, c'est pas dans la question, mais moi, ça serait un 28 mm et je pense que je pourrais tout faire avec ça. Et moi, j'ai déjà choisi, c'est un 50 mm à 4. Et moi, c'est mon Ricoh GR, je mourrai avec. Donc un 28 mm. Il risque de mourir avant toi. C'est vrai que je t'ai pas posé la question, Benjamin. Ok, merci beaucoup à tous. Nous voilà désormais à la fin de cette première émission de la 3e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Mes chers Bruno, c'était un véritable plaisir de vous avoir avec nous à nos micros. Alors, quelles sont vos actualités respectives? Je vais commencer par Bruno Calandini. Alors, mon actualité, en ce moment, j'ai 2 films en cours que j'essaie de finir, mais voilà, le Covid m'a mis des bâtons dans les roues depuis 2 ans, mais enfin, ça prend forme. Ça repart, on va dire. Sinon, je travaille aussi sur les visuels d'un ami cavalier. Alors là, c'est un peu ma danseuse du moment c'est un cavalier que certains appelleraient un chuchoteur, qui a des relations limite chamaniques avec ses chevaux. C'est un gars qui a 55 ans, ultra sportif, taillé dans le rock.
il fait de la voltige cosaque, du débourrage, du dressage, de la traction animale. Enfin voilà, et puis surtout son truc, c'est de connecter les cavaliers avec leur cheval, et c'est très intéressant à suivre. Du coup, on est devenus potes. Je découvre l'univers photogénique. Et en même temps, j'apprends à monter à cheval, donc je commence à tenir en selle et c'est bien. Je réalise un vieux rêve au passage, donc voilà. Lui s'appelle Olivier Barascu, et donc on est en train de construire sa communication, et donc c'est super passionnant. Voilà. Sinon, quoi d'autre? J'ai une amie peintre qui m'a demandé des grands tirages de ma collection sauvage, qu'elle expose dans sa galerie, qu'on peut voir dans son atelier. Là, ça s'appelle l'atelier Carole Beckham. C'est au Pouliguen, à 5 minutes de la Bolle. Donc voilà, toujours surpris de voir que 15 ans plus tard, ces portraits animaliers ont encore un public, mais ma foi, ravi en même temps. Et puis alors, une chose que je voulais vous dire aussi, c'est que tant qu'on est dans les expos, j'aimerais parler d'un petit festival, d'un festival qui, depuis sa création, je m'occupe des expositions photos du COP Live Festival. Ça a lieu en juin, c'est dans une grande coopérative viticole près de Montpellier. Le lieu est très spectaculaire. L'ambiance est très sympa. C'est entre photos, street art, concerts, et je cherche des candidats potentiels. Il m'en faut 3 par an pour les éditions à venir. Donc là, pour la prochaine, normalement, si le Covid n'a pas comment dire, déprogrammer les gens prévus, ça serait Eric Bouvet, Stanley Leroux et Maxime Aliaga, qui sont quand même des belles signatures. Et voilà. Et je précise que les organisateurs qui ont à cœur de soutenir la création artistique rémunèrent les artistes présents. C'est assez rare. Pour le signaler, voilà, ceux qui voudraient candidater, ça se passe par mail et l'adresse c'est coplivephoto@gmail.com. Cop, c'est C-O-O-P, comme coopérative, coplivephoto@gmail.com. Voilà. L'appel est lancé. Merci beaucoup Bruno d'avoir été avec nous et d'avoir partagé toute ton expérience, tout ton savoir et tous tes conseils sur l'utilisation des téléobjectifs. Monsieur Bruno Labarbère, Mizuwari? Tu parles du livre, bien sûr. Évidemment. On en a un petit peu parlé pendant l'émission, finalement. Oui. Mais en fait, c'est un projet, c'est rigolo parce que j'avais jamais pensé. Tu vois, on m'aurait dit il y a 1 an que je travaillerais sur un livre photo, jamais j'aurais cru. C'est un projet qui est né un peu par hasard après avoir vu l'expo de Daido Moriyama et de Shohei Tomatsu à la MEP. Et donc il y a eu ça d'un côté, et de voir des photos de Moriyama surtout, ça m'a donné envie d'aller fouiller dans mes archives argentiques que je n'avais ou jamais développées ou jamais pris le temps de scanner. Et simultanément, j'ai un ami qui a fait son premier zine photo. Il s'appelle Harold. Vous le trouverez sur Instagram sous le nom de La Pose d'Harold, et il a photographié le Brabant wallon. Et donc j'ai eu envie à la base de faire un zine. Et puis c'est un petit peu dégénéré parce qu'au moment de faire la sélection, j'ai eu plus d'images que l'imprimeur oblique ne pouvait en rentrer dans un zine. Donc j'ai prolongé le projet jusqu'à obtenir 120 images. J'ai fait un premier prototype que j'ai montré qui était affreux. J'ai fait un deuxième que j'ai montré et qui était moins affreux, mais qui n'était quand même pas non plus ouf. Et en discutant avec une amie qui est graphiste, elle m'a dit que plus jamais de ma vie, il fallait que je fasse de mise en page et que je m'occupe de typographie. Et qu'elle allait prendre en charge cette partie-là. Mais c'est un métier, t'es au courant. Et du coup, voilà, j'ai vraiment réalisé que c'était un métier. J'ai enfin compris à quoi servaient les graphistes. Désolé, ça fait 15 ans que je bosse à des graphistes. Et je comprends enfin pourquoi ça a l'air joli, ce que je présente sur Internet, parce que quand c'est eux qui le refont. Et de fil en aiguille, je découvre tout plein de notions de graphisme. Par exemple, bêtement, le gris typographique, dont Robert doit être assez au courant. Robert, c'est notre SR. Et je découvre aussi les métiers du livre et ce qu'est le façonnage, ce qu'est la reliure, le choix du papier. C'est absolument dingue tout ce qu'on peut faire avec du papier en termes de taille, de découpe. Un artisanat, couché, mais il faut vraiment qu'on fasse une émission en fait. Voilà, je pense que ça s'impose. Voilà. Ça s'impose. Saison 4, quand le livre sera réalité. Voilà.
Tu nous raconteras un peu toute ton expérience sur la création. On va voir déjà s'il est édité et je sais pas en fait où je prends le plus de plaisir parce que moi ça fait longtemps que ma sélection est finie et là je fais bosser d'autres personnes, donc c'est Julie Abaouni qui s'occupe de la conception graphique, c'est Gareth Hugh et non pas Hugh Gareth qui s'occupe de la traduction, c'est Naoko Sekine qui va s'occuper de la couverture, c'est Benjamin Favier qui normalement va s'occuper de la prothèse. Je suis dessus. Voilà, de la préface. C'est promis. Voilà, il m'a fait l'honneur d'accepter ça. Et là, moi en ce moment, j'ai autant de plaisir à voir comment on fait travailler tout ce petit monde ensemble et comment on conçoit un livre. Je passe beaucoup de temps en librairie, chose que je n'avais jamais fait avant. Maintenant, quand je regarde un livre, je le prends, je le retourne, j'ouvre la 4e couverture et je regarde où ça a été imprimé, par qui. Je prends la tranche sur le côté et j'espère que ce sera une première expérience concluante et surtout que je ne me retrouverai pas avec 4 palettes de bouquins dans mon salon. Donc il faudra les acheter quand ce sera sur Bruno Calandini. Voilà. Et puis si ça peut mener à d'autres livres, d'autres zines ou voilà, je pense que c'est une bonne, entre guillemets, reconversion partielle après 10 ans de journalisme technique pur et dur. Ça marche. Plus d'images. Ça marche. Merci beaucoup Bruno d'avoir été avec nous pour l'inauguration de cette saison. Et mon petit doigt me dit qu'on va te réentendre très prochainement dans de futurs épisodes qui vont arriver aux alentours de la mi-novembre. J'augmente mes tarifs en 2022. Benjamin, l'actualité du monde de la photo. Eh bien, vous allez retrouver par écrit ce qu'on s'est dit un petit peu ici, un petit peu pendant 1h30. Donc, un dossier consacré au téléobjectif rédigé par monsieur Bruno Labarbère et avec un test terrain de Bruno Calandini qui a donc passé une partie de l'été avec le Tamron 150-500. Donc, vous pourrez voir en image le fruit de son travail et des divers usages qu'il est parvenu à faire avec ce zoom. Et puis en outre, vous retrouverez des tests, comme toujours, l'EOS M50 Mark II, le Nikon ZFC, le Pen EP7. Et oui, Olympus continue de sortir des boîtiers. Et on reparlera très prochainement, d'ailleurs, d'Olympus d'ici la fin d'année. Et divers accessoires, comme toujours. Donc on vous donne rendez-vous en kiosque ou en ligne sur notre application. Merci beaucoup Benjamin. La semaine prochaine, on va continuer à parler technique, matos et technologie. Nous allons nous intéresser aux capteurs de nos chers appareils photo et nous pencher particulièrement sur les différents avantages et inconvénients à utiliser une taille de capteur plutôt qu'une autre. Nous aurons le plaisir d'avoir à nos côtés pour nous accompagner sur ce sujet Hervé Makusinski, le directeur Image Science de DxOMark et le journaliste Renaud Labracherie. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cet épisode a été présenté par Tamron et son nouveau 150-500 mm pour monture Sony FE, le téléobjectif compact et léger. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.